Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va traiter donc le premier exercice d'algèbre sur la chaîne. Donc il va y avoir beaucoup de notions dont on va avoir besoin dans cet exercice. Donc des notions sur les groupes. On va avoir aussi un peu besoin, enfin même beaucoup besoin de réduction et un peu de géométrie. Donc on va commencer sans plus attendre ce magnifique exercice donc, qui est tombé à l'ENS Ulm en 2009 a priori. Donc tout d'abord, on va essayer de trouver les valeurs propres possibles pour un élément de G. Euh, donc, on, donc on va prendre M qui appartient donc à notre groupe. Et lambda voilà, qui appartient au spectre sur C de M. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Avec la relation donc, que m-in est inférieur ou égal à k, on va pouvoir l'écrire différemment. Parce qu'on rappelle donc que la norme triple de m moins in, c'est donc le sup sur x donc, qui appartient à c puissance n privé de 0, bon, le 0 de c puissance n. Donc des normes de mx moins x, le tout sur x, ou m, enfin ou i, pardon, ou on prend une norme quelconque donc sur c puissance n. Et donc on va appliquer ce résultat donc à une colonne x qui va être, donc ça on a dit que c'était inférieur ou égal à k. Et on va appliquer ça donc à un élément x non nul qui appartient à E de lambda, donc l'espace propre, le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Et donc on va avoir que donc m, pardon, que voilà, lambda x moins x en norme, le tout sur x va être, donc x est non nul, hein, je prie, bref, va être inférieur ou égal à k. Donc on va pouvoir simplifier tout ça et on va avoir donc lambda moins 1 qui va être inférieur ou égal à k. Donc on rappelle c'est inférieur à 2. Donc on va utiliser maintenant la seconde inégalité triangulaire. Donc ça on va pouvoir le minorer par la valeur absolue du module de lambda. J'ai peut-être ouais, du module lambda moins 1. Et maintenant on va utiliser une propriété qu'on n'a pas encore fait, c'est que G c'est un groupe. Donc pour tout n qui appartient à n, ouais, on va avoir lambda puissance n, donc valeur propre de m puissance n. Et donc x est un vecteur propre, très logiquement, de cette valeur propre lambda puissance n. Donc on peut également appliquer ce résultat, et on a que pour tout n qui appartient à n, donc la norme multiplie de lambda puissance n moins 1, tout ça, ça va être inférieur à 2. Donc dans l'hypothèse, euh, donc si le module de lambda est strictement supérieur à 1, alors la suite des modules de lambda, le tout puissance n moins 1, ça va tendre vers plus l'infini, donc ce qui contredirait l'hypothèse que c'est strictement inférieur à 2. Donc on aurait ça, qui tend vers plus l'infini, ce qui ne se peut. Ne se peut. Donc on a donc le module de lambda, on sait qu'il est inférieur ou égal à 1. Mais réciproquement, on sait que m-1 appartient à G, et 1 sur lambda est valeur propre de m-1. Donc on va avoir également, donc,
en refaisant la même chose, que le module de lambda ne peut pas être inférieur à 1, et donc le module de lambda vaut toujours 1. Donc déjà on est bien avancé, parce qu'on a localisé donc, les valeurs propres donc de notre groupe, enfin une partie de notre groupe, non, de notre groupe, pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit schéma d'abord, avec un super cercle. Voilà. Hop. Donc, on sait que toutes donc nos valeurs propres du groupe G, elles vont être donc sur le cercle unité. Mais on a également une seconde condition. La condition, c'est qu'on ne peut pas se rapprocher aussi proche que l'on veut de la valeur propre moins 1. Donc là on est dans C, hein. Donc là on a hier, on a R. Parce que littéralement on a l'inégalité que, j'avais écrit juste là, oui, que la distance entre lambda et 1 doit être toujours plus petite que 2. Donc on ne peut pas avoir lambda trop proche de moins 1, ce qui donnerait le cas d'égalité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, ça va être de prouver que toutes les valeurs propres sont des racines de l'unité. Donc, on va supposons donc qu'il existe lambda qui est égal à EI θ qui appartient donc à l'union des G qui appartient à G des spectres sur C de G, où donc θ appartient à R privé de Q. Parce que bon, si θ est un rationnel, θ va avoir EI θ P sur Q, enfin pardon, EI P sur Q, donc clairement à la puissance de Q, ça va être égal à 1, donc c'est au moins une racine, enfin c'est inclus dans U de 2Q, donc dans ce cas-là ce serait une racine énième de l'unité, et donc c'est ce qu'on veut prouver. Donc si θ appartient à R privé de Q, donc on a un résultat qui est plutôt sympathique. Je ne vais pas le prouver ici, parce que c'est pas trop le but de l'exercice, je pense que ça doit être vu en cours. Donc on a que le sous-groupe de R+, non c'est pas un sous-groupe, pardon, la partie de R, oui, n, θ, en train de phaser là, nθ plus 2π z, cette partie-là, elle va être dense dans R. Et pardon, c'est θ sur pi qui appartient à R de Q. C'est θ sur pi. Donc oui, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais EI pi p sur Q. Voilà. Donc cette partie-là, elle va être dense dans R. Et donc par continuité, en fait, j'ai même pas eu besoin d'utiliser un résultat aussi fort. Je pourrais très bien l'utiliser avec Z. Tout simplement parce qu'on va avoir les 1 sur lambda qui sont également valeurs propres. Donc si EI θ appartient donc à l'union des spectres sur C de G, EI moins θ va aussi être dedans. Donc on peut le faire avec Z, ce qui utilise un résultat un peu moins fort. Donc c'est pas plus mal. Donc on est bon. Ouais. Et donc maintenant, par continuité de la fonction exponentielle sur C, de exponentielle sur C, on va avoir donc EI, on va écrire comme ça, l'ensemble des EI nθ tel que n appartient à Z, qui va être dense dans U. Je sais pas, faire de l'orthographe, dense dans U. Donc en fait,
donc si EI-θ, donc par hypothèse, est dans le spectre, enfin dans l'union des spectres sur celle de G, on aurait donc pour tout ten qui appartient à Z, EI nθ qui appartient à l'union TG qui appartient des spectres sur cette G. Et donc on pourrait approcher moins 1, enfin on pourrait clairement aller aussi proche que l'on veut de moins 1, et donc contredire l'hypothèse de départ, qui était, donc je le rappelle encore une fois, que le module de lambda moins 1, donc la distance de la valeur propre lambda à 1, est toujours plus petite que 2. Donc clairement, ça c'est pas possible si EI, enfin si θ sur pi est un irrationnel. Donc on a que bon, pour tout lambda qui appartient, bon on va écrire directement, si, pour tout lambda qui appartient à l'union des G sur C, G, lambda est égal à EI pi P sur Q, bon, avec P, Q dans N cross Z étoiles. Donc on est content déjà, parce que toutes les valeurs propres sont des racines de l'unité. Donc maintenant, la dernière chose à prouver, ça va être que ce qu'on veut prouver maintenant, c'est que pour tout lambda, bon, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom parce que c'est un peu chiant à écrire à la fin. Pour tout lambda qui appartient à A, comme ça plutôt. Ouais. Donc A serait inclus dans U de M, où M donc ne dépend pas. Enfin, M c'est une constante quoi. Et donc comment on va prouver ça? Alors, en fait, là le but, ça va être de se dire que si, en fait, les racines m de l'unité, fondamentalement, c'est quoi? C'est une partition, enfin pas une partition, mais dans quelque sorte, si, on peut appeler ça une partition donc, du cercle. Donc par exemple, plus n va être grand, si on se place dans un, plus la partition va être, on va dire, précise. Et donc à un moment, on va avoir un quartile, donc, de cette forme-là, où bah, on va violer l'inégalité, en gros. Donc ça, on va essayer de le formaliser. Donc déjà, on va réécrire la distance, euh, la distance de lambda à moins 1. Donc on va l'écrire comment? Donc soit lambda qui appartient à donc lambda, on va écrire EIθ. Bon, pas besoin d'écrire EIP sur Q ici. Et donc on va avoir la distance lambda moins 1 au carré, donc le module. Ça va être égal à donc cos θ moins 1 le tout au carré plus sin carré de θ. Donc ça nous donne quoi? Je pense qu'il y a des choses qui simplifient, oui. On va voir 2 plus, non, 2 facteur de cos, non, facteur de 1 moins cos θ. Je pense que c'est ça. Que là, on va avoir un cos carré plus sin carré, là un 1, donc on a un 2, et là on a un moins 2 cos θ. Donc voilà, c'est ça. Et donc ça, on veut que ce soit, on a dit, inférieur à 4, du coup. Faire strict à 4. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Non, inférieur à k, ouais, on va plutôt mettre inférieur ou égal à k, parce que ça va pas être trop parlant, à k au carré. Donc voilà. Donc ça, on voit bien que si θ égale pi, on va avoir un petit problème. Et donc le but, ça va être de trouver donc un θ tel que donc si on dépasse ce θ donc dans 0 pi,
on arrive à aller donc plus loin que cette frontière que je me suis donnée, qui serait donc un θ limite où on est inégalité avec k. Je sais pas s'il y a forcément besoin de prouver une existence d'un tel θ. C'est quand même plutôt assez évident. Bon, on va écrire. Donc il existe un θ qui appartient. Donc lui il est dans 0 pi. Ouais. Bon, on va quand même exclure 0, sinon l'exo il n'a pas trop de sens. Dans 0 pi. Ça peut pas être pi vu que c'est une égalité stricte. Bon, puis θ 0, tel que. Donc le module de EI, θ 0 moins 1, soit égal à k. Et on va avoir donc assez logiquement que donc pour tout θ qui appartient à 0 pi, bon bref, plutôt comme ça, qui appartient à θ à 0 pi, on va avoir donc EI θ moins 1, donc par croissance, plutôt par décroissance de cos sur... ah ouais non, il faudrait que je sépare 2k. Est-ce qu'il faut que je sépare 2k? Non, non. Donc 8 θ moins 1 donc va être supérieur strict à k. Et donc là, il faut que j'exclue θ 0. Va être supérieur strict à k. Donc dans cet intervalle, on va pouvoir trouver des racines énièmes de l'unité. Bon, ça c'est clair et net. Enfin, pas des racines énièmes de l'unité, mais des rationnels de la forme P sur Q. Donc ce qui fait on peut, entre guillemets, considérer... comment je vais considérer ça? Il faut que je considère donc un certain rationnel, donc qui soit le plus proche possible de θ 0, et donc également supérieur à θ 0. Et donc, ce... Oh, moustique. Bref, il n'est pas mort. Et donc ce rationnel-là, il va pas pouvoir nous fixer une certaine limite. Je sais comment je vais le faire. On va prendre ce quartile. Donc là, on va être à θ 0. Je vais... Ici, on peut définir donc l'angle θ 0. Et donc on va voir pi moins θ 0 qui va être cet angle. Et le but, ça va être de trouver, bon, clairement ça existe, hein. Donc il existe un entier n, il y a 1, tel que 1 sur n, ouais c'est bien ça, ouais, 1 sur n va être strictement inférieur, je sais pas pourquoi je mets ça, à pi moins θ 0. Et donc on a que clairement, on ne peut pas trouver de racine de l'unité dans A que j'avais introduit, donc, qui est cet ensemble-là, qui soit donc une racine énième primitive d'ordre supérieur ou égal à n. Par primitive, j'entends que grand N est le premier entier tel que c'est une racine énième de l'unité. Bon, je ne sais pas si ça vous est parlant, ça vous parle, ça devrait. Et donc voilà. Et donc, je vais pas trop m'amuser à formaliser plus que ça. Mais globalement, n va être donc un majorant, des racines de l'unité qu'on va pouvoir trouver qui vont être primitives. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Parce que du coup j'ai écrit un peu une bêtise ici. Ils vont pas être inclus dans UM, c'est un peu faux de dire ça. Mais ça va être inclus dans, donc je sais pas comment je vais pouvoir l'appeler,
donc dans XM, qui serait le, l'union des racines primitives de l'unité, donc d'ordre inférieur ou égal à m. Donc voilà, donc on a trouvé un majorant avec ce pi moins θ 0. Et donc on a que pour tout alors, parce que là en fait j'ai pas complètement fini l'exo. C'est tous des racines de l'unité. J'ai pas fini l'exo. Là j'ai prouvé que c'était toutes des racines de l'unité et qu'elles étaient d'ordre plus petit que m. C'est pas suffisant d'ordre plus vrai. Est-ce que c'est pas forcément parce que c'est une racine. Oui, bah non, en fait, c'est pas très grave. Donc maintenant, on va poser grand M, parce que on a un ensemble fini. Grand M qui va être égal donc au PPCM, je sais pas comment je vais écrire comme ça, au PPCM des I allant de 1 à M des I. On peut poser M factoriel, hein, mais il y en a des plus optimaux. Bon, je ne sais pas parler français, c'est pas grave. Et donc, ouais, par contre, c'est pas beau ça. On va mettre un grand M. Et on va avoir que, donc, pour tout lambda qui appartient à A, lambda puissance grand M va être égal à 1. Donc pour moi, ça semble assez clair comme ça. Je sais pas s'il était un peu brouillon, il va falloir me le dire parce que je sais pas trop si il y a besoin de plus formaliser que ça. Et donc maintenant, on va passer à la seconde partie de l'exercice, qui est, on va dire, la plus marrante. Globalement, juste, euh, comme c'est tous des racines m de l'unité, on va avoir x puissance m moins 1 qui annule donc g pour tout g qui appartient à g. Et donc bah, ça prouve que donc, le groupe G est d'exposant M au plus, hein, parce que c'est pas forcément le plus optimal M, parce que j'ai pris un θ 0 qui va être limite, mais enfin j'ai pris le cas limite, mais on n'est pas forcément obligé d'arriver jusqu'à ce cas limite. Donc G est d'exposant M. Donc maintenant on va répondre à la seconde partie de la question, qui s'appelle le théorème de Burnside. Ça va être de montrer que G c'est un groupe fini. Alors comment on va faire ça? Donc d'abord on va faire un premier lemme. Voilà. Donc lemme, ça va être donc pour tout si, on va introduire des quantificateurs. Donc soit A qui appartient à M de C, tel que pour tout K qui appartient à N, la trace de A puissance K est égale à 0. Donc on a A nilpotente. Nilpotente. Alors comment on va faire ça? On va voir que c'est pas très compliqué. Alors, comment on fait ça? Donc déjà A elle est trigonalisable sur C, donc on va écrire donc soit lambda 1 lambda R qui est égal au spectre sur C de A. Alors, ouais, A elle va être trigonalisable. On va appeler
appelons n lambda i la multiplicité de la valeur propre lambda i. Bon, i appelons pour i qui appartient à un R. Voilà. On va avoir la trace de A puissance K qui va être égale donc à la somme des i allant de 1 à R des n de lambda i fois lambda i tout puissance K. Pardon, puissance... Si puissance K, pardon. Alors, déjà, on va pouvoir faire une supposition qui ne change absolument rien au problème. C'est qu'on va supposer que tous les lambda i sont non nuls. Bon, vous allez voir qu'après résolution, on aurait pu supposer que l'un des lambda i était nul, qu'il n'y en aura qu'un. On l'enlèverait de la liste et on prendrait juste R-1, les R-1 autres valeurs propres, et l'exo se ferait exactement de la même manière. Et dans le cas où il n'y en avait pas d'autres, s'il n'y a que lambda i, c'est la matrice nulle. Donc, s'il n'y a que lambda i, elle est déjà nilpotente, oui, puisque son spectre est réduit à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? On va pouvoir écrire un magnifique système de Vandermonde. Et pour ça, on va avoir besoin c'est vrai pour tout cas, par exemple, qui appartient à n étoiles. J'ai dit pour tout cas qui appartient à n, mais ça risque pas d'être vrai pour 0. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait un petit problème. Sinon, on aurait eu directement Vandermonde. Donc voilà. Donc on va écrire directement ce qu'on a. On va écrire la matrice. Donc on va avoir lambda 1, lambda 1 puissance R. Voilà. Lambda 1 puissance R, ouais, ça va suffire. Et lambda R jusqu'à lambda R puissance R également. Donc les lambda i sont distincts, parce que c'est comme ça qu'on les a choisis, sinon j'aurais mis un n à la place du R. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a supposé qu'ils étaient non nuls, donc on peut écrire ce déterminant comme donc lambda R, donc fois donc 1, lambda puissance 1 plus R-1, 1, lambda R puissance R-1. Donc comme ils sont distincts et que ça c'est différent de 0, donc on va avoir un déterminant qui va être non nul, donc une matrice inversible. Le problème, c'est que donc la colonne n lambda 1, n lambda r, où les n lambda sont forcément tous non nuls, parce que comme je l'ai dit, non, ça n'aurait juste aucun sens qu'il n'y ait aucune multiplicité non nulle. Donc on a qu'il existe x qui est égal à n lambda 1, n lambda r, donc différentes de 0, telles que, donc la matrice on va l'appeler, je vois B, ça on l'appelle B, je sais rien, telles que bx égale 0, idest b qui n'appartient pas à gln de c, et ça contredit ce qu'on vient de faire juste avant. Donc nécessairement, la colonne x est nulle. Et si la colonne x est nulle, ça veut dire qu'au préalable, on avait retiré la valeur propre 0 qui contenait tous les ordres de multiplicité. Et donc tous les ordres de multiplicité pour des valeurs propres différentes de 0 n'existaient pas. Et donc on trouve donc, que le spectre sur C de A est égal à 0, idest, A est nilpotente. Donc on a fini le premier lemme. Le seul lemme d'ailleurs. Maintenant, donc, on va former le vecte de G. Donc, le vecte de G, clairement il est licite, parce que G, donc c'est une partie
c'est une partie de Mn de C, donc on peut former dans l'espace vectoriel Mn de C le vecteur de cette partie. Et on peut également dire donc qu'il existe, M1 Mr qui appartiennent donc à G puissance R, bon, ça on va l'appeler B, donc tel que B soit une base de vecteur de G. Donc voilà, on est bien. Et on va former une application linéaire. Enfin, c'est pas un endomorphisme du tout. Ouais, je vais juste l'appeler l'application parce que. Donc qui va de G. Oui, ça va de G dans C puissance n. Et donc à petit g, je vais l'appeler A, c'est mieux, c'est plus beau. Qui a A associe donc le n-uplet, pardon, C puissance R. C puissance R. Le n-uplet, donc trace de AM1, trace de AMR. Ouais. Donc on va essayer de montrer que cette application est injective. Et en fait, ça va nous permettre de montrer que G est fini. Tout simplement parce que l'image de G par F, donc littéralement l'image de F, bah, c'est un ensemble fini. Donc si on a G qui est envoyé par F sur un ensemble fini et que F est injective, alors G est nécessairement fini. Parce que bah, les valeurs propres de G sont des ensembles, enfin, sont inclus dans un ensemble fini. Enfin bref. Alors comment on va montrer qu'elle est injective? Donc on va prendre la définition assez normale, enfin assez globale. Donc soit A, B qui appartiennent à G, tel que F de A égale F de B. Berk. Alors, par combinaison linéaire, on va avoir que pour tout G qui appartient au vecteur de G, la trace de AG est égale à lettre. Bon, je vais écrire avec une grande lettre, c'est plus beau. Tout M. La trace de la trace de AM est égale à la trace de BM. Et maintenant, on va former AB-1. Donc A, B-1, on peut D, j'en sais rien. Et on va montrer que AB-1 est nilpotente. Je crois que c'est ça qu'il faut montrer. On verra bien. On va pas démontrer quelque chose de faux. Donc pour tout cas, on va écrire ça posément, soit K qui appartient à N. La trace de D puissance K plus 1, ça va être égal à la trace de A B-1 A B-1 D puissance K. Sauf que on a la trace de AM qui est égale à la trace de BM et que donc B-1 D puissance K ça appartient à G, donc au vecteur de G. Donc on va pouvoir écrire que c'est égal à la trace de B-1 D puissance K. Ça, c'est égal à la trace de D puissance K. Et donc on a que pour tout cas qui appartient à N, la trace de D puissance K est égale à la trace de D0 qui est égale à la dimension de l'espace. On va noter N.
Et donc, on va utiliser maintenant une nouvelle hypothèse. C'est que D, donc il appartient à G, donc il est diagonalisable, car il a un polynôme annulateur scindé à racine simple, donc D et DZ. Et donc, on va avoir la trace de D moins IN, le tout puissance K. Bon, je l'écris maintenant, mais D et DZ, oui, donc D moins IN l'est aussi. L'est aussi. Très mal écrit, mais bon, vous m'entendez. Et donc la trace de D-IN puissance K, on va pouvoir la développer. Bon, D et IN ils commutent, et bon, par linéarité de la trace. Bon, je vais faire les choses posément. On va avoir la somme des I allant de 0 à K. Donc des I parmi K, D puissance K. Moins 1 puissance K moins I. Ouais. C'est pas un K, c'est un I. Et donc, par linéarité de la trace, on a la somme des I allant de 0 à K, I parmi K. Trace de D puissance I. K moins I. Sauf que la trace de D puissance I, ça va valoir N. Et donc on va avoir N. Facteur de 1 moins 1 puissance K qui est égal à 0, K strictement positif. Donc D moins IN est nilpotente, mais également diagonalisable. Donc D moins IN, donc d'après le lemme, D moins IN égale 0 et A égale B. Ce qui montre donc que F est injective. Or, donc l'image de F est finie. Car bon, il existe un thème qui appartient à N étoile, tel que pour tout thème A, pour tout G qui appartient à grand G, G puissance M égale à l'identité. Voilà. Donc de plus, F est injective. Donc j'ai fini. Donc maintenant, on a démontré donc, le théorème de Burnside et on est content parce que l'exo est fini, tout comme le couple. Et donc si jamais vous n'avez pas très bien compris ma démonstration, parce que je comprends que je l'explique pas forcément très bien, vous pouvez retrouver franchement sur internet très facilement la démonstration donc, du théorème de Burnside qui se fait quasiment exclusivement avec les traces. J'ai jamais vu d'autres preuves, mais je suis curieux si vous avez d'autres preuves à apporter pour le théorème de Burnside, donc qui n'utiliserait peut-être pas donc l'application trace. Donc voilà. Si jamais il y a des points sur lesquels je n'ai pas forcément été clair, ou vous n'avez pas compris, qui mériteraient une explication, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai pas forcément, désolé, été très efficace, parce que j'avais fait l'exo, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais donc ouais, ça a peut-être pas été assez fluide, puisque la vidéo elle fait quand même 39 minutes. Après, ça reste un exo Ulm, donc c'est pas évident non plus. Et donc aussi, merci pour la vidéo sur les résultats qui continue à faire des vues. C'est assez marrant à voir. Et un dernier truc, oui, pour ceux qui 5 demi, ou ceux qui sont en école, je sais pas, les copies de Centrale sont consultables. Donc si vous voulez les regarder, c'est assez marrant. Bon, il n'y a pas d'annotation, mais c'est toujours marrant de voir ce qu'on a fait.
Et si jamais il y a des gens qui sont envieux, je pourrais très bien faire une vidéo où je montre un peu mes copies, ce que j'ai fait à Centrale, même si c'est pas très intéressant, comme il n'y a pas d'annotation, comme je viens de le dire. Donc merci pour les courageux, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup hein, qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, bah, bonne soirée.